quand ma belle-mère s'est levée lors de la lecture du testament pour m'exclure de la fortune de papa, l'avocat a simplement souri et a cliqué sur un dossier intitulé « Et si Violet parle la première ?» Ce qui s'est passé ensuite a révélé 3 ans d'enregistrement secret et WAM tout la vengeance d'un homme mort. Je m'appelle Violet. J'ai 28 ans. Toute ma vie, j'ai été celle qu'on qualifiait de trop sensible. J'étais celle qui posait problème. Celle qu'il fallait envoyer au loin pour que je puisse me concentrer. En réalité, j'étais simplement celle qui voyait la vérité. Ma belle-mère a passé 16 ans à essayer de m'effacer. Elle a essayé de remplacer ma mère. Elle a essayé de voler mon père. Et à la fin, elle a essayé de voler mon avenir. Elle y est presque parvenue, mais elle a commis une grosse erreur. Elle pensait que mon père était aussi aveugle qu'elle. Elle pensait que sa performance était assez bonne. La salle de conseil en acajou de Harper & Company Holdings sentait le vieil argent et les mensonges. C'était l'entreprise de mon père, son immeuble, sa table. Mais depuis 10 ans, c'était la scène de ma belle-mère. J'étais assise au bout de la table, le plus près de la porte. J'ai toujours choisi cette place. Cela rendait le départ plus facile. Mes mains étaient jointes sur mes genoux. Mes jointures blanches. Je tournais une fine bague en argent que ma mère m'avait donnée. Une habitude nerveuse que je n'avais jamais réussi à perdre. Cynthia, ma belle-mère, se tenait à la tête de la table. Elle portait un tailleur noir de créateur qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Sa chevelure blonde était parfaite. Son maquillage était parfait. Elle ressemblait à une veuve. Éplorée, mais ses yeux brillaient. Ils étaient excités. Elle avait 54 ans. Mais elle se battait pour en paraître 40. Elle était faite d'angles vifs et de surface lisse. Aujourd'hui, elle avait arrangé son visage en un masque de profonde et digne tristesse. C'était une bonne performance. Mon père, Thomas Harper, était décédé une semaine auparavant. Une crise cardiaque rapide et brutale qui n'avait laissé à personne le temps de dire au revoir. Pas même à moi. L'avocat de Cynthia, un homme mince nommé Monsieur Fields, était assis à sa droite. Il avait l'air nerveux. Il n'arrêtait pas de remuer ses papiers et d'éviter mon regard. De mon côté de la table, près du milieu, était assis Richard Stone. Il avait été l'avocat de mon père et son plus vieil ami. C'était un homme calme et corpulent qui avait toujours l'air de porter le monde sur ses épaules. Il était la seule personne dans la pièce en qui j'avais confiance. Il restait simplement assis là, les mains jointes sur la table. Observant, attendant. Avant que je ne vous raconte comment tout a basculé. Comment une seule phrase dans un bureau d'avocat stérile l'a détruite et m'a sauvé. Aimez et abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. La pièce resta silencieuse pendant un long moment. Le seul bruit était le trafic étouffé de la rue en contrebas et le léger bruissement des papiers de Monsieur Fields. Finalement, Cynthia s'éclaircit la gorge. Le son était trop fort dans la pièce silencieuse. Merci à tous d'être venus en cette journée si courte et difficile, dit-elle. Sa voix était douce comme de la crème. Pratiquez. Je sais que Thomas aurait. Il aurait voulu que ce soit réglé rapidement pour notre bien à tous. Je fixais le grain du bois sur la table. Je me concentrais sur un petit nœud dans le plaquage. J'essayais simplement de disparaître. Je savais ce qui allait arriver. Je m'y étais préparé toute ma vie. Monsieur Fields s'éclaircit la gorge. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la lecture des dernières volontés et du testament de Thomas Harlan Harper. En tant que son avocat par intérim, avant de commencer, l'interrompit Cynthia, sa voix soudainement sèche. Très professionnelle. Le faux chagrin avait disparu.
Elle posa sa main manucurée sur le bras de son avocat pour le faire taire. Phil s'arrêta au milieu de sa phrase. Il la regarda, confus. Cynthia se redressa. Elle me jeta un regard. Ce n'était pas méchant. C'était pire. C'était de la pitié. Le genre de pitié que l'on accorde à quelque chose que l'on s'apprête à écraser. Il y a eu un changement, dit-elle doucement. Un dernier ajustement à la succession que Thomas a fait juste avant de décéder. Richard leva les yeux. Son regard se rétrécit très légèrement. Je voulais te le dire d'abord, Violet, dit-elle en s'adressant directement à moi. Toute la pièce se tourna pour me regarder. J'avais chaud. Je me sentais petite. Je sais à quel point tu peux être émotive. Je voulais t'épargner toute confusion pendant la lecture formelle. Je ne dis rien. Je continuais simplement à tourner ma bague. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à faire quelque chose de très courageux. Dans ces derniers jours, Thomas a pris une décision difficile. Il a décidé, pour ton propre bien-être, de te retirer du testament. Les mots tombèrent comme de l'acide. Retirer. Pas déshérité. Retirer. Comme une tâche. Comme une erreur. Je ne pouvais plus respirer. Je veux dire, je savais qu'elle me détestait. Je savais qu'elle avait passé des années à empoisonner mon père contre moi. Mais je n'aurais jamais pensé. Pas tout. Pas mon père. Il ne ferait pas ça, n'est-ce pas? La pièce devint complètement silencieuse. Monsieur Fields regardait Cynthia, la bouche légèrement ouverte. Il ne savait manifestement pas que cela faisait partie du plan. C'était la dernière demande de Monsieur Harper, dit l'avocat de Cynthia, retrouvant sa voix. Il lisait maintenant un script, les yeux rivés sur un papier. Il souhaitait que sa fille, Violet, soit prise en charge à la discrétion de Madame Harper, mais qu'elle n'ait aucune revendication formelle sur la succession ou ses avoirs. À sa discrétion. Mon sort était entre ses mains. Elle avait gagné. Elle m'avait finalement et complètement effacé. Je sentis un engourdissement froid et familier monter dans mes bras. C'était ça, la fin de ma vie en tant que Harper. J'avais 28 ans et j'étais officiellement rien. Cynthia sourit, un petit sourire triste et satisfait. Bien sûr, je veillerai à ce que tu sois prise en charge, ma chère. Nous pouvons te trouver un bel appartement, quelque chose de gérable. Elle était déjà en train de me congédier, de me pousser dehors. Et d'un coup, la pièce redevint silencieuse. La finalité de la chose flottait dans l'air, épaisse et suffocante, jusqu'à ce que Richard, le plus vieil ami de papa, s'éclaircisse la gorge. Sa voix était calme, mais elle trancha la tension comme un couteau. En fait, dit-il, regardant directement Cynthia. Madame Harper vient de déclencher la clause de contingence. Cynthia cligna des yeux. Le sourire se figea sur son visage, sa tête penchée comme un oiseau confus. Là. Quoi? Ce fut la première fois que je vis une peur réelle et sincère sur son visage. L'effacement avait commencé bien avant ce jour. Il a commencé quand j'avais 12 ans. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. D'un cancer. Ce fut long. Et horrible. Et cela a vidé notre maison. Cela a vidé mon père. Mon père, Thomas Harper, était un magnate de l'immobilier. Il construisait des gratte-ciel. Il faisait bouger les marchés. C'était un géant. Mais quand ma mère est morte, il s'est simplement effondré. Pendant 2 ans, il n'y a eu que lui et moi dans notre immense maison silencieuse. Nous étions comme des fantômes. Nous dînions en silence.
Je faisais mes devoirs à la grande table de la cuisine pendant qu'il fixait le mur. Il était là, mais il était parti. Ma mère me manquait. Mais je crois que mon père, qui était toujours assis juste en face de moi, me manquait. Encore plus. Puis Cynthia est arrivée. Elle était consultante en articles. Elle aidait mon père avec le hall d'un nouveau bâtiment. Puis elle aidait pour le dîner. Puis elle était simplement là. Ce n'était pas la méchante belle-mère des contes de fées. Elle ne criait pas et ne m'enfermait pas dans des placards. Elle était pire. Elle était du genre silencieux. Celle qui sourit en réécrivant votre vie. Cynthia m'appelait toujours « ma chérie » ou « ma puce » en public, surtout devant mon père. Violet, ma chérie, pourquoi n'irais-tu pas jouer? Les adultes parlent. Thomas, mon chéri, ne trouves-tu pas que Violet a l'air un peu pâle? Je m'inquiète pour elle. En privé, sa voix était différente. Ce n'était pas méchant. C'était correctif. Comme si j'étais un animal de compagnie. Mal élevé. Tu es trop émotive, Violet. Cela inquiète ton père. Cette robe n'est pas appropriée pour une harpère. Va te changer. Les affaires de ta mère ne font que prendre la poussière. Ce n'est pas sain de s'accrocher au passé. La première chose à disparaître fut le piano de ma mère. C'était un magnifique piano à queue Steinway qui se trouvait dans le salon. Ma mère en jouait tous les soirs. La maison était vide sans cette musique. Un jour, en rentrant de l'école, il avait disparu. À sa place se trouvait une sculpture en verre moderné. Épurée. J'ai couru vers mon père. Je pleurais. Où est-il? Où est le piano? De maman? Cynthia entra gracieusement, posant une main sur l'épaule de mon père. Nous en avons discuté, Thomas. La pièce avait besoin d'un coup de jeune. C'était si lugubre. Ce n'est qu'un piano, Violet, dit mon père, là. Voilas. Il ne voulait même pas me regarder. Ne fais pas de scène. Ne fais pas de scène. C'est devenu sa devise pour moi. J'ai fait une scène quand je l'ai trouvé en train de sortir les vêtements de ma mère de son placard. J'ai fait une scène quand elle a repeint ma chambre d'enfant d'un gris stérilé. Froid. J'ai fait une scène quand elle a jeté des albums photos parce qu'ils encombraient les étagères. Chaque fois, c'était moi qui avais tort. J'étais hystérique. Je vivais dans le passé. Je rendais les choses difficiles. Mon père, désespéré de trouver la paix, désespéré de la nouvelle vie heureuse que Cynthia lui promettait, se contentait de hocher la tête. Il a cessé de m'écouter. C'était plus facile. Cynthia était la voix qui parlait pour nous. Tous. À l'âge de 15 ans, j'étais officiellement l'enfant à problème. J'étais instable. Je vivais mon deuil de manière inappropriée. C'est à ce moment-là que Cynthia a convaincu papa de m'envoyer au loin. Elle a besoin d'aide, Thomas. D'une véritable aide professionnelle, d'un nouvel environnement pour se concentrer sur elle-même. J'ai donc été envoyé dans un pensionnat en Nouvelle-Angleterre. Un de ces endroits très chers et très isolés pour les adolescentes à problème. J'y ai passé 3 ans. Puis ce fut l'université, puis un travail dans une autre ville. Ils ont tout payé. Les meilleures écoles, les meilleurs thérapeutes, tout cela conçu pour me maintenir à distance. Tout cela pour me réparer. Je suis revenu à 28 ans. Mon père, il était malade. Son cœur était faible. Je suis revenu pour m'occuper de lui. Mais en arrivant à la maison, je l'ai à peine reconnu. Il était mince. Il était silencieux. Et ses yeux, ils étaient fatigués. Si fatigués. Cynthia gérait tout.
la maison, le personnel, le planning des infirmières. La vie de mon père ne le contrarie pas, Violet, me chuchotait-elle dans le couloir. Son cœur ne supporterait pas le stress. J'étais le stress, ma présence, mes questions. J'ai essayé de lui parler. J'ai essayé de m'asseoir avec lui seul, mais elle était toujours là. Écoutant, souriant. C'est assez pour aujourd'hui, ma chère. Ton père a besoin de se reposer. Elle était devenue la gardienne, et j'étais l'étrangère. J'ai passé les 6 derniers mois de la vie de mon père dans sa maison, mais je ne me suis jamais senti aussi seul. Je n'ai pas seulement perdu mon père la semaine dernière. Je l'ai perdu il y a 16 ans, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour moi du tout. Nous étions de retour dans la salle de conseil. L'air était électrique. Les mots de Richard flottaient dans l'air. Vous venez de déclencher la clause de contingence. Le visage de Cynthia était un masque de confusion. La quoi, répéta-t-elle. Sa voix était sèche. Ce n'était pas dans son script? Ne soyez pas ridicule, Richard, lança-t-elle, essayant de reprendre le contrôle. Nous sommes ici pour lire le testament. Le dernier testament de mon mari. Elle tapota son doigt manucuré sur les papiers. Que tenait son avocat, Monsieur Fields? Mais Richard ne la regarda pas. Il me regarda. Puis il regarda Monsieur Fields. Monsieur Fields, en tant que membre du barreau, je dois vous informer que le document auquel Madame Harper fait référence n'est pas le testament principal enregistré auprès de ce cabinet. C'est un document plus récent, dit Cynthia, sa voix dégoulinant de condescendance. Mon mari l'a dicté lui-même. Son esprit était. Il était très lucide à la fin. Il s'inquiétait pour Violet. Il savait qu'elle n'était pas capable de gérer. Et bien, quoi que ce soit. Il voulait la protéger. Elle me regarda avec cette horrible fausse sympathie. Il t'aimait, Violet, mais il était réaliste. C'était sa performance de deuil. C'était son acte final. Peindre mon père comme un homme qui me voyait comme brisé, et se peindre elle-même comme la protectrice aimante. Sa sœur Janet était maintenant dans la pièce. Je n'avais même pas remarqué son entrée. Elle était une version plus pâle et plus faible de Cynthia. Elle était assise sur une chaise contre le mur, tordant un mouchoir humide dans ses mains. Elle était là en tant que public de Cynthia, son renfort. Richard Stone ouvrit sa mallette. Il ne se pressa pas. Chaque mouvement était lent, délibéré. Il en sortit une épaisse enveloppe scellée. Pas le dossier de M. Fields. Celle-ci était en papier cartonné de couleur crème avec la signature de mon père, Thomas Harper, écrite à l'encre noire sur le sceau. Ceci, dit Richard en la posant sur la table, est le testament officiel, notarié. Attesté de Thomas Harper, daté d'il y a 3 ans. C'est le seul testament valide. Cynthia laissa échapper un petit rire sec. On aurait dit du verre qui se brise. Oh, Richard, vous vous trompez. Celui-là est vieux, obsolète. Elle plongea la main dans son sac à main en cuir coûteux et en sortit une seule page pliée. C'était du papier à ligne blanc bon marché. Le genre qu'on arrache d'un cahier. À spirale. Elle le fit glisser sur la table en acajou. Il avait l'air ridicule. C'est sa dernière demande, ronronna-t-elle. Il me l'a dictée depuis son lit. Il était trop faible pour tout écrire lui-même, mais il l'a signé. Je regardai le papier. En bas, il y avait une signature tremblante et déchiquetée, qui ne ressemblait en rien à celle de mon père. C'était un gribouillage d'enfant. Mon estomac se noua. C'était un faux. Un mauvais faux. Elle n'avait même pas essayé de le faire paraître vrai. Elle était si arrogante. Elle
Croyait que tout le monde dans cette pièce était soit à sa solde, soit trop stupide pour la remettre en question. Une sensation chaude et nauséeuse monta dans ma gorge. Toutes ces années, j'avais pensé que j'étais folle. J'avais pensé que j'étais trop émotive. Mais ce n'était pas le cas. J'avais raison. Elle était exactement celle que je pensais qu'elle était. C'était un monstre. Avant que je ne puisse m'arrêter, les mots sortirent. Ils étaient calmes, mais tout le monde les entendit. Ce n'est pas son écriture. La tête de Cynthia se tourna brusquement vers moi. Ses yeux étaient des fentes. Le masque de la veuve éplorée avait disparu. C'était la vraie Cynthia. Bien sûr que si, ma chère. Elle sourit. Sa voix était un murmure empoisonné. Le chagrin joue des tours à la mémoire. Il était très, très malade. J'étais là. Je lui tenais la main. Toi, tu n'y étais pas. La pique atteignit sa cible. Je tressaillis. Je n'avais pas été là. Elle s'en était assurée. Elle m'avait dit qu'il dormait. Elle m'avait envoyé faire une course à la pharmacie. Le temps que je revienne, il était parti. Ce document, dit-elle en se retournant vers Richard, remplace votre ancien dossier. Mon mari me l'a dicté. Son avocat, Monsieur Fields, était au téléphone. En tant que témoin. Monsieur Fields devint rouge vif. Il regarda le sol. Il n'avait pas été au téléphone. Il mentait pour elle. C'est une fraude, dis-je. Ma voix tremblait, mais je l'ai dit. Il n'aurait jamais. Et ce n'est pas ça. Signature. Violet, s'il te plaît, dit Cynthia en soupirant comme si j'étais une enfant faisant une crise de colère. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Tu te mets dans l'embarras. Elle regarda Richard. Maintenant, si vous en avez fini avec les drames, nous allons procéder avec le bon testament. Richard Stone ne broncha pas. Il ne regarda même pas le morceau de papier de cahier. Il se contenta de joindre calmement ses mains sur le vrai testament scellé. Richard Stone regarda Cynthia. Son visage était calme, mais ses yeux étaient durs. Il avait fini d'attendre. Madame Harper, dit-il d'une voix égale. En présentant un document non sanctionné. Et en tentant de supplanter le testament validé avant sa lecture officielle. Il fit une pause. Il attrapa sa sacoche d'ordinateur. Il en sortit un ordinateur portable fin et argenté et le posa sur la table. Point vous avez déclenché la clause de contingence que votre mari a installée il y a 3 ans. Protocole 7. Le sourire de Cynthia disparut complètement. Son visage devint vide. Quoi? Clause, de quoi parlez-vous? Thomas me disait tout. De toute évidence, non. Dit Richard. Il ouvrit l'ordinateur portable. Il tapa un long mot de passe. Complexe. L'écran de l'ordinateur portable clignota. Puis le grand écran de télévision sur le mur de la salle de conseil, celui utilisé pour les présentations, s'alluma. Qu'est-ce que c'est? Demanda Cynthia. Sa voix était aiguë, paniquée. C'est scandaleux. Je suis l'exécutrice. Je suis sa veuve. Vous étiez sa veuve, dit Richard, sans la regarder. Il était concentré sur l'écran. Mais vos actions d'aujourd'hui viennent de vous définir comme une partie hostile. Hostile, hurla T.L. Sa sœur Janet gémit dans le coin. C'est une clause vidéo, dit simplement Richard. Enregistrée par Monsieur Harper en votre présence le 9 avril, il y a 3 ans. Vous vous en souvenez? Peut-être. C'était le jour où vous êtes tous les deux venus signer le testament principal. Je me souvenais de ce jour. Cynthia avait été furieuse.
Elle avait été dans le bureau de mon père, hurlant au téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire par contingence? Je ne suis pas d'accord avec ça. J'avais pensé qu'elle se disputait avec un décorateur. Sur l'écran, une icône de dossier de fichier apparut. Elle était intitulée « Pour Cynthia en cas d'urgence ». Richard cliqua dessus. L'écran devint bleu, puis noir, et puis mon père apparut. Mon souffle se coupa. C'était lui. Ce n'était pas l'homme malade et frêle de la faim. C'était papa. Il était dans son bureau à la maison. Il portait son pull en cachemire bleu préféré. Il avait l'air fatigué. Oui, il y avait des cernes sous ses yeux. Mais ses yeux étaient vifs. Ils étaient clairs. C'étaient les yeux dont je me souvenais quand j'étais enfant. Les yeux qui voyaient tout. Il regardait droit dans la caméra. Il nous regardait droit dans les yeux. Cynthia émit un petit son étranglé. Mon père prit une inspiration, puis il parla. Sa voix emplit la pièce, forte et stable. Bonjour, Cynthia. Cynthia recula d'un pas. Elle s'agrippa au dossier de sa chaise pour se stabiliser. Si tu regardes ceci, continua mon père, la voix calme, cela signifie que tu as fait exactement ce que je craignais. Cela signifie que tu as essayé de changer le testament. Cela signifie que tu as essayé d'exclure ma fille. La couleur quitta le visage de Cynthia. Je veux dire, tout le sang, tout le fond de teint. Chair, toute la couleur, tout est parti. Elle était grise. Tu pensais que j'étais aveugle, dit mon père. Il secoua la tête, un petit mouvement triste. Tu pensais que j'étais faible. Tu pensais que je ne voyais pas ce que tu faisais. Il se pencha un peu plus près de la caméra. Tu vois. Continua-t-il, je connais ma femme et je connais ma fille. La voix de mon père remplit la pièce. C'était comme une hantise. C'était comme le salut. Je ne pouvais pas bouger. Je fixais juste son visage sur l'écran. Je pleurais, mais sans un bruit. Les larmes coulaient simplement sur mes joues. Il savait. Il savait. Cynthia, dit-il, et sa voix était si triste. J'ai tout vu. J'ai vu les petits mensonges. J'ai vu comment tu as retourné mon personnel contre elle. J'ai vu comment tu l'as isolée. J'ai vu comment tu l'as convaincue, ainsi que tout le monde, qu'elle était instable. J'ai même vu que tu avais vendu le piano de sa mère. L'avocat de Cynthia, Monsieur Fields, s'éloignait lentement de la table. Comme s'il essayait de sortir du rayon de l'explosion. J'ai permité. Manipulation, dit papa. J'ai joué le rôle du vieil homme fatigué et aveugle. Sais-tu pourquoi? Cynthia secouait la tête en murmurant, non. Non, non, Thomas. Non. Je l'ai fait pour que Violet voie ton caractère par elle-même. Je l'ai fait pour que, le moment venu, tu sois exposé par ta propre cupidité. Je ne pouvais pas simplement le lui dire. Tu avais trompé tout le monde. Je devais te laisser te montrer. Il tourna son regard et j'eus l'impression qu'il me regardait droit dans les yeux, droit dans mon âme. Violet, dit-il, et sa voix se brisa juste une seconde. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas brisé. Tu étais simplement entouré de vipères. Tu as le cœur de ta mère, mais tu as mon esprit. Tu es mon héritage, et je suis tellement, tellement désolé d'avoir dû te faire subir ça. Il détourna les yeux de la caméra vers quelqu'un hors champ. Richard, dit-il, sa voix de nouveau ferme. 6-7. Vidéo est en cours de lecture, cela signifie que le piège s'est refermé. Cynthia a annulé son propre héritage par ses actions. Exécuter les documents. Secondaire. Le protocole 7 est pleinement en vigueur. La vidéo se termina.
L'écran devint noir. Le silence dans la pièce était assourdissant. Cynthia haletait. Sa chevelure blonde parfaite était en désordre là où elle l'avait. Agrippée. Son visage était tordu en un masque de rage pure et non filtré. Richard ouvrit calmement l'enveloppe scellée portant la signature réelle de mon père. Il en sortit une épaisse liasse de papier. Tout ce que Lydia avait apporté était toujours là, l'air pathétique, comme le mensonge d'un enfant à côté d'une encyclopédie. Ceci, dit Richard en tapotant sur le vrai testament, est un document plutôt simple. Cynthia haletait toujours, le visage pâle et marbré. Son avocat, Monsieur Fields, avait l'air sur le point d'être malade. Il s'était ratatiné dans son costume coûteux. Le legs principal est simple, continua Richard, la voix calme et stable. Il mit une paire de lunettes de lecture, ouvrit le testament à la première page et commença à lire. Moi, Thomas Arlan Harper, saint d'esprit et de corps. Il sauta le jargon juridique, son doigt parcourant la page. Ah, nous y voilà. Article 3. Division des actifs. Il leva les yeux par-dessus ses lunettes, d'abord vers Cynthia, puis vers moi. Je lègue 70%, 70% de l'ensemble de ma succession, y compris tous les biens immobiliers, avoirs, actions et liquidités, à ma fille, Violet-Marie Harper. J'arrêtai de respirer. 70%. Ce n'était pas le chiffre. Ce n'était pas l'argent. C'était la preuve. C'était le contraire de « retirer ». C'était le plus bruyant « je t'aime » qu'il aurait pu me donner. C'était « je te fais confiance ». C'était « tu es mon héritage ». Tous les mots de la vidéo rendus réels à l'encre noire. Mes mains tremblaient si fort que je dus les cacher sous la table. Richard ne fit aucune pause. Il continua simplement à lire. Je lègue les 30% restants, 30% de ma succession à ma femme, Cynthia Harper. La tête de Cynthia se releva. Brusquement. 30 ? Sa voix était un grognement sourd. 30 ? 30%. Confirma Richard, à une condition. Ce legs est subordonné à ce qui suit. Qu'elle ne conteste pas ce testament, qu'elle ne conteste pas le rôle d'exécutrice de ma fille et qu'elle n'introduise aucun autre document, écrit ou verbal, prétendant être un testament plus récent. Il la regarda. Ce que, en présentant cette note frauduleuse, il tapota le papier de cahier avec son doigt, vous avez fait il y a quelques instants devant 3 témoins. Cynthia le regarda, vide, sans comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Murmura-t-elle. Cela signifie, dit Richard en tournant la page, que nous passons à l'article 4, la contingence. Il lut de nouveau. Si ma femme, Cynthia Harper, viole l'une des conditions énumérées à l'article 3, son legs de 30% est rendu nul et non avenu. Il doit être réintégré dans la succession principale, pour être géré par ma fille, Violet-Marie Harper, avec effet immédiat. Elle avait tout perdu. Dans sa cupidité pour obtenir 100%, elle en avait perdu 30. Elle avait joué sa dernière carte et perdu toute la partie. Je regardais son visage. Je le vis passer par la confusion, puis la rage, puis un déni froid et dur. Ça ne tiendra pas, siffla-t-elle. C'est une blague. Il était malade. Il a été manipulé. Je vais me battre. Je vous traînerai, vous et cet enfant pathétique et instable, devant tous les tribunaux de cet État. M. Fields, son avocat, retrouva soudain sa voix. Il essayait de se sauver. C'est exact. Nous contesterons. Ce document est clairement le résultat d'une influence indue. Nous interrogerons le personnel, les infirmières. Nous prouverons qu'il n'était pas sain d'esprit. Richard Stone écouta. Il attendit simplement. Calmement,
qu'ils aient tous les deux fini. Il laissa les menaces flotter dans l'air. Il les laissa résonner. Quand ils eurent terminé, il regarda Cynthia. « Avez-vous terminé ?» Cynthia se contenta de respirer fort. Ses narines se dilatèrent. « Bien, dit Richard. » Il replongea la main dans sa mallette. « Parce que ça se complique pour vous. » Il sortit un autre dossier. Celui-ci était un fin classeur noir. Il l'ouvrit et le retourna. Ce n'était pas du papier. C'était une tablette intégrée au classeur. Mon père avait une autre. Vidéo, murmurai-je, choqué. Non, dit Richard. Mon père était un homme méticuleux. C'était un bâtisseur. Il savait que pour avoir un bâtiment solide, il fallait des fondations parfaites. Et il savait que ces fondations étaient fissurées. Il tapota l'écran. Le grand téléviseur mural s'alluma de nouveau. Mais ce n'était pas le visage de mon père. C'était une feuille de calcul. Des relevés bancaires. Des logos. Crédit Suisse. Une petite banque aux îles Caïmans. « Qu'est-ce que c'est » demanda Cynthia, mais sa voix était faible. Elle savait ce que c'était. « Ceci, dit Richard, est ce que votre mari a passé les 3 dernières années à traquer. Discrètement, sans que vous le sachiez. » Il cliqua sur un fichier. Une liste de virements bancaires apparut. Date. Montant. 50 000 $, 100 000 $, 75 000 $, encore et encore. D'un compte Harper. N-Cash Holdings, un dont je ne connaissais même pas l'existence, vers un nouveau compte, une société écran. Le Willow Creek Art Fund, lut Richard à l'écran. Un nom admirable, sauf qu'il ne finance aucun article, il finance un compte privé au Belize. Cynthia ne dit pas un mot. Elle était figée. Mon père a trouvé le premier virement il y a 2 ans, expliqua Richard, sa voix toujours calme, comme un professeur donnant un cours. Il pensait que c'était une erreur, mais il en a trouvé un autre, puis un autre. Il a engagé une équipe de comptabilité judiciaire. Ils ont suivi l'argent. Il cliqua de nouveau. Un nouveau document, une demande de signature numérique. Le Willow Creek Art Fund. Le nom sur le compte n'était pas celui de Cynthia. C'était celui de Janet. Sa sœur Janet, qui essayait toujours de se faire invisible dans le coin, laissa échapper un son. Un petit couinement terrifié. Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers elle. Elle était blanche comme un linge. Le mouchoir humide dans sa main était en lambeaux. Cynthia, murmura Janet. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que mon nom fait là-dessus ? Les yeux de Cynthia étaient fermés. Elle était acculée. C'est juste. C'est une erreur, dit Cynthia en ouvrant les yeux. Ils étaient morts. Ce n'est pas une erreur, dit Richard. C'est du détournement de fonds. C'est de la fraude électronique. C'est un vol de l'ordre de 4,7 millions de $. De l'argent que vous détourniez de l'entreprise. De l'argent avec lequel vous prévoyiez de vous enfuir après avoir sécurisé le reste de la succession. Il regarda Janet. Sa voix était gentille, mais ferme. Madame, je vous suggère de prendre un avocat. Votre nom figure sur chaque document. Vous êtes l'unique signataire de cette société écran. Janet se leva, sa chaise raclant le sol. Non, non, je ne savais pas Cynthia, tu as dit que c'était pour les impôts. Tu as dit que c'était juste temporaire. Tu as dit que c'était un moyen de protéger tes actifs. Tu me l'avais promis. Tais-toi, Janet, cria Cynthia. Le son était rauque. Tu m'avais promis. Janet pleurait maintenant. De gros sanglots laids. Tu as dit que ce
N'était que de la paperasse. Tu as dit que Thomas était au courant de tout. Tu m'as menti. Tu t'es servi de moi. Le sang quitta le visage de Cynthia. Elle regarda sa sœur, sa seule alliée, sa sœur faible, pathétique et stupide. Et à ce moment-là, Cynthia sut que ce n'était pas seulement le testament. Ce n'était pas seulement les 30%. C'était tout. La pièce entière implosa. Janet sanglotait à propos de la prison. Monsieur Fields bafouillait qu'il n'avait aucune connaissance préalable et invoquait le secret professionnel. Et moi, je suis restée assise. Là. J'ai regardé la femme qui avait passé 16 ans à essayer de me convaincre que j'étais la folle, la brisée, être complètement, finalement et magnifiquement exposée comme l'imposture qu'elle avait toujours été. Mon père ne m'avait pas seulement laissé de l'argent. Il m'avait laissé la vérité. Il y eut un moment de silence parfait et terrible. Janet haletait, son visage un désastre de mascara qui coulait. Monsieur Fields était déjà sur son téléphone portable, chuchotant frénétiquement à, je suppose, son propre avocat. Et Cynthia était immobile. Elle était absolument, parfaitement immobile. Elle regarda sa sœur. Elle regarda Richard. Elle regarda l'écran avec les relevés bancaires. Et puis, elle me regarda. Son visage, qui avait été gris de choc, devint lentement d'un rouge foncé et marbré. Les veines de son cou ressortaient. Ses mains, parfaitement manucurées, se serrèrent en poing. Elle se mit à trembler. Un son bas et guttural sortit de sa gorge. Ce n'était pas un mot. C'était un bruit. Le bruit d'un animal. Puis elle bougea. Elle ne se leva pas seulement. Elle a bondi. Elle a bondi par-dessus la table, éparpillant des papiers, renversant une carafe d'eau en cristal. L'eau inonda l'acajou. Vous, hurla-t-elle. Son visage était à quelques centimètres du mien. C'était un masque que je n'avais jamais vu. La Cynthia lisse, belle et contrôlée avait disparu. C'était quelque chose de brut, de hideux. Ses yeux étaient grands, injectés de sang. De la salive volait de ses lèvres. C'est vous qui avez fait ça? Vous. Vous n'êtes rien. Deux gardes de sécurité qui se tenaient devant la porte firent irruption. Ils lui attrapèrent les bras. Madame, vous devez vous calmer. Cynthia se débattit. Elle se déchaîna comme un animal sauvage, son tailleur de créateur se tordant. Lâchez-moi. Savez-vous qui je suis? Elle me fixait. Toujours. Sa fureur était une chose physique. C'était une chaleur que je pouvais sentir sur ma peau. Richard se leva. Madame Harper, je vous suggère de partir. Non, dis-je. Ma voix était calme, mais elle trancha ses cris. Tout le monde s'arrêta. Les gardes se figèrent. Cynthia se figea, les bras toujours dans leur étreinte. Elle me regarda, confuse. Non, dis-je de nouveau, plus fort. Je me levai. Mes jambes tremblaient, mais je me tins debout. Laissez-la parler. Je veux l'entendre. Les gardes regardèrent Richard. Richard me regarda. Il vit l'expression dans mes yeux. Il hocha la tête une fois. Les gardes relâchèrent leur prise, mais ils ne la lâchèrent pas. Cynthia prit une inspiration saccadée. Elle redressa sa veste, une tentative pathétique de retrouver sa dignité. Ses yeux brûlaient d'une fureur pure, blanche et ardente. Tu crois que tu as gagné? Siffla-t-elle. Sa voix tremblait. Tu penses que cette performance. Elle cracha le mot, change quoi que ce soit. J'ai maintenu cette famille. Respectable, cria-t-elle en se pointant du doigt. J'ai organisé les fêtes. J'ai levé des fonds.
J'ai bâti sa réputation pendant que toi. Tu te cachais. Tu te cachais derrière tes livres, tes sentiments et ta pitié. Tu étais un poids, une pierre autour de son cou, et je devais vous porter tous les deux. Chaque mot était une gifle. Chaque mot était une confirmation de ce que j'avais toujours ressenti, que j'étais un fardeau, que j'étais sur le chemin. Mais quelque chose était différent maintenant. Les mots faisaient encore mal. Mais ils ne touchaient pas. Ils ne pénétraient pas ma peau comme avant. Parce que j'avais la vidéo. J'avais le testament. J'avais la vérité. Je regardais sa rage. Je la regardais se tordre et se débattre. Elle donnait sa performance finale, et c'était la plus honnête. Elle était enfin, vraiment elle-même. Elle avait raison. Je m'étais caché. J'avais été silencieuse. J'avais été triste. Et dans mon silence, j'avais observé. Je la laissais finir. Je la laissais crier jusqu'à ce que sa voix soit rauque. La pièce redevint silencieuse, en attente. Je croisais son regard. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix était stable. Vous avez raison, dis-je doucement. Elle cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas à ça. Vous avez fait tout ça, dis-je. Vous avez organisé les fêtes. Vous avez construit la scène. Vous vous êtes assuré que les projecteurs étaient toujours sur vous. Je fis un pas de plus. Les gardes se tendirent, mais je m'en fichais. Et c'est exactement pour ça, dis-je, qu'il m'a tout laissé. Elle se figea. Parce que vous ne l'avez jamais aimé, dis-je. Les mots sont venus tout seuls. C'était la chose la plus vraie que j'ai jamais dite. Vous avez aimé la vie qu'il vous a donnée. Vous avez aimé le nom. Vous avez aimé l'attention. Vous avez aimé la scène qu'il a construite pour vous. Je me penchai pour qu'elle seule puisse m'entendre. Mais vous n'avez jamais, jamais vu l'homme. Vous ne l'avez jamais vu. Et lui, il a tout vu. Le visage de Cynthia s'effondra. Ce n'était plus de la colère. C'était de l'incrédulité. C'était l'horrible prise de conscience qu'elle avait été démasquée. Que toute sa vie, toute sa performance n'avait servi à rien. Elle avait joué pour un public d'une seule personne, et il avait regardé un tout autre spectacle tout ce temps. Elle n'eut aucune réponse. Il n'y avait plus rien à dire. J'avais enfin gagné. Pas l'argent, pas la maison. J'avais gagné la vérité. La salle de conseil était un champ de ruines. L'eau goûtait de la table sur le tapis. Coûteux. Des papiers étaient éparpillés partout. Janet sanglotait toujours dans le coin, une petite flaque de personnes perdues et pathétiques. Cynthia était silencieuse. Elle se tenait simplement là, tenue par les gardes, le visage vide. Le combat était terminé. Elle était vide. Richard Stone, toujours professionnel, boutonna simplement sa veste de costume. Il me regarda, puis Cynthia. La lecture est terminée, dit-il, la voix sèche et finale. Monsieur Fields, l'avocat de Cynthia, qui était resté silencieux tout ce temps, s'avança enfin. Il s'était ressaisi. Il était avocat, et il devait essayer. Richard, c'est une parodie, dit-il, essayant de paraître indigné. Cette vidéo, ces accusations de fraude. C'est un cas clair d'un homme malade qui a été contraint. Nous ferons appel. Nous ferons annuler tout ce testament. Il me regarda. Nous prouverons au tribunal que mademoiselle Harper a systématiquement empoisonné son père contre sa femme aimante. Je me tendis. Le tribunal. Des années de combat. De traîner le nom de mon père, la mémoire de ma mère, dans la boue. Mon estomac se serra. Peut-être que ce n'était pas fini. Richard ne regarda même pas Monsieur Fields.
Il prit simplement sa mallette. Vous pouvez essayer, dit Richard calmement. Il ferma sa mallette d'un coup sec. Mais le FBI a déjà le dossier. Les mots frappèrent la pièce avec la force d'un coup physique. Monsieur Fields s'arrêta. Sa bouche, qui s'était ouverte pour lister d'autres menaces juridiques, resta simplement ouverte. Le quoi, bégaya-t-il. Le dossier, répéta Richard. Regardant maintenant directement Monsieur Fields. Celui avec les virements bancaires, les relevés de compte, la comptabilité judiciaire, la signature falsifiée sur les documents de constitution de la société Écran. Monsieur Harper était un homme très méticuleux. Il ne voulait pas que sa fille ait à se battre. Il a envoyé une copie du dossier complet au bureau du procureur des États-Unis il a 6 semaines, avec des instructions pour qu'il soit ouvert en cas de son décès. Richard regarda sa montre. Je crois qu'ils sont en train d'agir en ce moment même. Monsieur Fields prit une couleur que je n'avais jamais vue sur un être humain. C'était une sorte de vert grisâtre. Il attrapa sa propre mallette et, sans un mot à Cynthia, sans même la regarder, il se retourna et sortit rapidement de la pièce. Il ne marchait pas, il courait. Cynthia était seule. Sa sœur était en morceaux. Son avocat l'avait abandonnée. Richard Stone regarda les gardes de sécurité. Veuillez escorter Madame Harper hors du bâtiment. Puis il regarda Cynthia. Sa voix était froide. Pas cruelle, juste factuelle. Conformément aux instructions de Monsieur Harper, les actifs de la fondation et tous les avoirs de l'entreprise seront transférés sous le contrôle de Mademoiselle Violet Harper dans les 30 jours. Madame Harper, vous êtes tenue de quitter la résidence principale dans les 14 jours. Vous serez autorisée à prendre vos vêtements et bijoux personnels. Rien d'autre. Un inventaire complet est déjà enregistré. Vous serez contacté par mon bureau pour fixer un rendez-vous avec une escorte de sécurité pour récupérer vos affaires. 14 jours pour emballer 16 ans de mensonges. Cynthia était complètement, totalement sans voix pour la première fois de sa vie. Elle ne se débattit pas. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle laissa simplement les gardes la tourner vers la porte. C'était une poupée. Une poupée creuse et vide. Elle marchait. Elle portait toujours son costume parfait. Ses chaussures parfaites. Elle ressemblait à la veuve puissante qu'elle avait prétendu être. Mais alors qu'elle atteignait les portes massives en bois poli de la salle de conseil, sa cheville se tordit. Son talon de créateur, un fin stiletto de 15 cm, s'accrocha au bord du seuil en marbre. Il y eut un craquement sonore. Le talon se cassa. Elle trébucha lourdement. Elle serait tombée, mais les gardes la rattrapèrent. Elle resta là une seconde, de travers. Un pied à plat, l'autre toujours perché sur une pointe cassée et inutile. C'était un écho parfait, humiliant et final de son effondrement total. Elle ne se retourna pas. Ils la laissèrent sortir, en boitant. Les lourdes portes se refermèrent dans un clic et le silence qui resta derrière. C'était la première vraie paix que j'avais ressentie en 16 ans. Je laissais échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis l'âge de 12 ans. Je regardais Richard. Il m'observait, les yeux doux. Il était très fier de toi, Violet, dit-il. Doucement. Il avait juste une façon très compliquée de le montrer. J'acquiesçais simplement. Je ne pouvais pas parler. Je me tenais juste dans les décombres de mon ancienne vie. Et pour la première fois, j'avais l'impression de me tenir sur un sol solide. Un mois plus tard, je me tenais au milieu de la pièce, mais c'était une pièce différente. Ce n'était pas la salle de conseil. Sombre et lourde en acajou qui sentait le mensonge. Cette pièce était lumineuse. Elle sentait la peinture blanche fraîche,
l'huile de citron et la vieille toile. Les sculptures en verre froid et modernes avaient disparu. Les meubles anguleux et durs avaient disparu. Toutes les mises à jour de Cynthia avaient été emballées et données. Je me tenais dans la galerie nouvellement rebaptisée Harper Legacy Gallery. C'était la galerie privée de mon père, celle attenante à la maison. Cynthia l'avait toujours gardée fermée à clé. Elle la qualifiait de morbide et de poussiéreuse. Elle avait essayé de vendre la collection pendant des années, pièce par pièce, disant à mon père que l'assurance était trop élevée. L'enquête pour fraude avait gelé tous ses actifs. Elle et sa sœur faisaient face à de multiples accusations fédérales. Leur procès était prévu pour le printemps. Je n'avais pas l'intention d'y aller. La maison, était une autre histoire. Je ne pouvais pas y rester. Elle contenait trop de fantômes. Richard s'était occupé de la vente. Elle a été vendue, contenue tout, à une société historique. Mais il m'avait laissé prendre ce qui comptait, c'est pourquoi je me tenais ici, au centre du mur principal où Cynthia avait autrefois un immense tableau abstrait noir et rouge qui ressemblait à une blessure ouverte. Il y avait un nouveau tableau, un ancien. C'était ma mère. C'était son portrait officiel. Elle était dans le jardin, dans une robe bleue, tenant un livre. Elle souriait. Pas un grand sourire, juste un petit sourire. Calme et entendu. Cynthia l'avait mis en entrepôt il y a 15 ans. Elle m'avait dit qu'il avait été endommagé par une fuite d'eau. Je l'avais trouvé au sous-sol, parfaitement conservé, enveloppé dans une toile épaisse. Je l'ai fait nettoyer et restaurer par un professionnel. Les couleurs étaient si vives. Je ne me souvenais pas que ses yeux étaient si bleus. Je tendis la main et touchai le cadre en verre. Mon reflet scintillait sur son visage. Je vis ses yeux et les miens. Je vis le menton têtu de mon père dans le mien. Pour la première fois. Depuis des années, je le sentis là. Pas le PDG, pas le magnate, pas le mari. Fatigué et faible de Cynthia. Mon père. L'homme qui m'a appris à lire. L'homme qui m'a tenu quand je suis tombé de mon vélo. L'homme qui a vu sa femme et sa fille être effacées, et qui, tranquillement, patiemment, méticuleusement, a planifié un dernier chef-d'œuvre brillant. Il ne m'avait pas seulement laissé de l'argent. Il ne m'avait pas seulement laissé une entreprise ou une maison. Il m'avait laissé une preuve. La preuve que je n'étais pas folle. La preuve que je n'étais pas trop émotive. La preuve que j'avais raison. Il m'avait laissé là. Vérité, le tout emballé dans un ruban. Il m'avait rendu mon passé. Il avait restauré ma mère à sa juste place sur le mur. Et il m'avait donné un avenir. Il m'avait laissé la preuve que la vérité, même lorsqu'elle est enterrée pendant des années, peut encore être découverte. Et quand elle l'est, elle est belle. Elle devient de l'art. Je regardai le portrait de ma mère, et je compris enfin. Il n'avait pas été faible. Il avait attendu. Il m'avait fait confiance. Il m'avait fait confiance pour être assez forte pour aller jusqu'au bout. Et je l'étais. Je reçois encore parfois des lettres des avocats de Cynthia, du genre désespérés et en colère. Je ne réponds jamais. Je les transmets simplement à Richard. Sa maison, celle qu'elle avait achetée avec Janet en utilisant l'argent volé, a été saisie par les fédéraux et vendue aux enchères. Sa fondation privée, le Willow Creek Art Fund, a été liquidé. Chaque dollar a été rendu à l'entreprise. Moi, je garde la galerie. Je l'ai rouverte en tant qu'organisation à but non lucratif. C'est un espace pour les étudiants en art sous-financés. Des jeunes qui ont du talent mais personne pour leur donner une scène. Parce que la vengeance n'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin d'être une grande explosion dramatique.
Parfois, elle est simplement accrochée tranquillement à un mur, encadrée par la justice. Signée par la paix.